La machine économique n'a tenu debout que grâce à un carburant unique, des taux d'intérêt artificiellement écrasés. Pendant presque 20 ans, emprunter n'a presque rien coûté. L'argent était gratuit, littéralement. Officiellement, c'était pour relancer l'économie après les crises, notamment celle de 2008. En baissant les taux, on voulait pousser les entreprises à investir, embaucher et les particuliers à consommer davantage. Avec un crédit bradé, les décideurs misaient sur une croissance réelle, forte, durable. Du moins, en théorie. Mais en réalité, l'effet a été tout autre, plus complexe et surtout beaucoup plus toxique. Ces taux ultra bas n'ont jamais produit la croissance saine qu'on nous avait promise. Ils ont créé une économie gonflée artificiellement, distordue et extrêmement fragile. Résultat immédiat, des bulles partout, sur les actions, sur l'immobilier, sur tout. Avec un rendement d'épargne à zéro, les gens prudents ont été punis. Ils n'avaient plus le choix. Pour espérer gagner quelque chose, ils ont été poussés vers des actifs risqués. Et cet argent a inondé la bourse. Immobilier, produits financiers exotiques, tout a été gonflé par ce torrent de liquidités. Ce mécanisme a enrichi massivement ceux qui détenaient déjà des actifs, surtout les plus aisés. Ça donnait l'illusion d'une économie en pleine forme, alors qu'en réalité, la production stagnait. Une prospérité factice, totalement déconnectée des salaires qui n'augmentaient pas, et des difficultés du quotidien. Pire, cette politique a permis à des entreprises zombies de survivre alors qu'elles auraient non dû disparaître. Dans une économie saine, une entreprise inefficace doit fermer. C'est douloureux, mais nécessaire pour que les ressources se recyclent. Mais avec l'argent quasi gratuit, ces entreprises ont emprunté encore et encore, juste pour survivre artificiellement. Elles rallongèrent leurs dettes à l'infini sans jamais devenir rentables. Ce blocage a figé le système. Capital immobilisé, talent bloqué, croissance ralentie. Résultat, une économie amorphe, fragile et de moins en moins capable d'encaisser les chocs. Les taux bas ont bouleversé le rapport risque-récompense. Ils ont encouragé une prise de risque folle, démesurée. Tout le monde s'y est engouffré. Banques, investisseurs, entreprises. Et avec les banques centrales prêtes à intervenir au moindre problème, tout le monde se sentait invincible. Ça a créé un aléa moral monstrueux. Les profits sont privés. Mais les pertes, elles, sont pour la société. Aujourd'hui, on paye la facture de cette stratégie. Le système est devenu addict à l'argent gratuit. Mais avec le retour de l'inflation, les banques centrales ont dû remonter brutalement les taux. Et maintenant, toutes ces bulles qu'elles ont créées risquent d'exploser. C'est ça, la vraie menace. Un point clé de cette crise silencieuse, c'est l'écart gigantesque qui s'est creusé entre la bourse et la vraie vie. Pendant que les indices boursiers explosaient record après record, les salaires stagnaient et les infrastructures publiques tombaient en ruine. Cette fracture n'est pas un accident. Elle vient directement du modèle basé sur la dette et les taux artificiellement bas. L'argent injecté par les banques centrales n'a jamais irrigué l'économie réelle. Il n'a pas servi à construire des usines, augmenter les salaires ou moderniser les services publics. Il a fini directement dans la sphère financière, comme si on l'y avait aspiré. Résultat, les investisseurs ont vu leur fortune sur le papier grimper. Mais la vie des gens ordinaires n'a presque pas changé. La bourse n'est plus un thermomètre de l'économie. C'est juste un miroir de la quantité d'argent injecté. Et ce décalage s'est amplifié avec 40 ans de politiques fiscales et sociales qui ont modifié le partage des richesses. On a systématiquement favorisé le capital au détriment du travail, avec des impôts réduits pour les plus-values, les entreprises, les détenteurs d'actifs, pendant que les syndicats et la négociation collective s'effondraient. Résultat, la manière de répartir les gains économiques a été totalement remodelée. Une part toujours plus grande des richesses créées est allée à ceux qui possèdent le capital, pendant que la part du travail s'est réduite comme peau de chagrin. Même quand l'économie croissait, cette croissance ne profitait quasiment à personne, sauf au sommet. Les plus riches se sont enrichis à vitesse éclair avec les bulles d'actifs, pendant que la classe moyenne et populaire voyait ses salaires courir après l'inflation et perdre la course. Tout cela a créé une boucle toxique qui se renforce elle-même. Les gouvernements ont fini par privilégier les marchés financiers plutôt que l'économie réelle. Conséquence logique, l'économie réelle a été laissée à l'abandon. Ils se sont concentrés sur une seule obsession, empêcher les marchés de s'effondrer. Et dans ce processus, ils ont laissé de côté le chômage, les salaires, la vie réelle des gens. Ils misaient sur un mythe. Si la bourse va bien, tout le monde ira bien. Mais ce miracle n'est jamais arrivé.
on a construit une économie à deux vitesses. Une économie financière explosive pour une minorité et une économie réelle lente, dure et stagnante pour la majorité. Ce fossé a nourri un sentiment d'injustice profond, presque viscéral. Beaucoup ont maintenant l'impression que le système est truqué et qu'il sert toujours les mêmes. Cette dépendance au marché a rendu nos économies hyper fragiles. Aujourd'hui, nos retraites, nos entreprises et même nos États sont attachés au marché comme un patient à une machine. Ce qui veut dire qu'à chaque baisse du marché, c'est tout le système qui vacille. Une correction sérieuse pourrait déclencher une récession lourde et durable. Les gouvernements sont maintenant pris dans un piège qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils savent que les bulles sont intenables, mais ils ont trop peur de les laisser éclater. C'est ainsi que nous avons glissé vers cette crise silencieuse, presque invisible à l'œil nu. Les outils qui devaient décréer la croissance ont bâti, au final, un système instable, inégal et complètement déconnecté de la vie réelle des citoyens. Le signe le plus concret de la fracture du système, c'est l'érosion lente et irréversible du pouvoir d'achat. Ce n'est pas une théorie d'économiste, c'est la réalité quotidienne de millions de familles. Même quand les salaires augmentent, ils n'arrivent plus à suivre le coût réel de la vie. Les chiffres officiels maquillent la situation. Sur le terrain, les prix essentiels grimpent beaucoup plus vite. La nourriture, l'énergie, l'assurance, tout ce qu'on ne peut pas éviter, augmente plus vite que tout le reste. Chaque mois, le salaire couvre un peu moins. Et cette glissade devient impossible à ignorer. On travaille autant, parfois plus. Mais la vie confortable s'éloigne au lieu de se rapprocher. Cette perte de pouvoir d'achat impose des choix difficiles, parfois humiliants. On coupe dans les produits frais, on reporte les réparations, on abandonne les vacances. La normalité devient un luxe. Les petites joies d'une vie de classe moyenne deviennent des privilèges. Ce n'est pas juste une gêne financière, c'est un rétrécissement brutal des possibles. Et cela étouffe les ambitions futures avant même qu'elles naissent. Psychologiquement, l'impact est énorme. Anxiété permanente, sentiment de précarité, peur de l'avenir. Quand une population entière réalise que son niveau de vie glisse inexorablement, c'est la preuve que la promesse économique qui cimentait nos sociétés est en train de s'effondrer. Nulle part l'horizon ne se rétrécit autant que dans le logement. Pour les millennials et la Gen Z, devenir propriétaire n'est plus un objectif. C'est un mirage. Des décennies de taux bas et de spéculation ont propulsé les prix de l'immobilier hors de portée. Aujourd'hui, les prix n'ont plus aucun lien avec les revenus réels. Même ceux qui font tout bien, études, bon job, épargne, restent totalement exclus. Ils sont coincés dans un marché locatif instable, cher, imprévisible. Le logement dévore une part énorme de leurs revenus chaque mois. Ils sont contraints de vivre dans un marché locatif précaire et coûteux, où une grande partie de leurs revenus est absorbée par les frais de logement. Le logement dévore une part énorme de leurs revenus chaque mois. Cette crise immobilière montre une chose. Le contrat social est en train de craquer. Pendant des générations, la propriété était le pilier central de la construction de richesse. C'était la base de la stabilité de la classe moyenne. Quand cette voie se ferme brutalement pour toute une génération, le ressentiment social explose, entre classes, entre générations. Cela crée une société de nantis et de démunis, divisée entre ceux qui possèdent des biens et ceux qui sont des locataires permanents. On dérive vers une société fracturée. Les propriétaires d'un côté, les locataires à vie de l'autre. Ce n'est pas juste un problème économique, c'est l'effondrement d'un pilier fondateur du modèle social occidental. Le message est clair, le système ne propose plus aucun chemin vers la prospérité pour les jeunes et les ambitieux. Voilà où on en est, voilà la réalité brute, et elle devient impossible à ignorer. Les fissures ne touchent pas que les familles, elles s'élargissent aussi dans le monde des entreprises. Derrière les profits brillants des géants du marché se cache une vérité bien plus fragile. Une grande partie des entreprises est au bord de la rupture. Les petites et moyennes entreprises, la colonne vertébrale de l'économie réelle, se retrouvent prises dans un étau qui se resserre chaque mois. D'un côté, leurs coûts explosent, matières premières, énergie, transport, tout devient plus cher. De l'autre, elles ne peuvent presque rien répercuter aux clients, déjà étranglés par la baisse du pouvoir d'achat. Résultat, leurs marges se font broyer et leur survie même est menacée. Conséquences directes, restructuration, licenciement, plan de survie improvisé. Les entreprises n'innovent plus, elles survivent. Elles passent du long terme au court terme, du progrès à la gestion d'urgence. Elles coupent partout où c'est possible. Moins d'effectifs, salaires gelés, délocalisations accélérées.
un cercle vicieux se met en place. Moins de salaire, moins de consommation, encore plus de pression sur les entreprises. Et cette spirale ne fait qu'étouffer davantage l'économie réelle. L'époque de la croissance facile, dopée au crédit bon marché, est officiellement terminée. Beaucoup découvrent que leur modèle n'était résilient qu'en surface, gonflé par l'argent facile. Cette fragilité généralisée est l'alerte rouge. L'économie réelle s'affaiblit sévèrement. Et au-dessus de tout cela, plane la menace la plus inquiétante, le piège de la dette souveraine. Pendant 40 ans, les États ont emprunté sans limite, comme si la facture n'arriverait jamais. Tout cela n'était possible que grâce aux taux artificiellement bas. Mais avec le retour de l'inflation, les banques centrales ont dû remonter brutalement les taux. Et soudain, le coût de la dette publique explose. Un choc budgétaire historique. Les intérêts de la dette deviennent, année après année, la ligne budgétaire qui croît le plus vite. Et cet argent aurait pu financer des hôpitaux, des écoles, des routes, mais il part dans le vide de la dette. Résultat, l'État perd sa liberté d'action. Il devient prisonnier de sa propre dette. Ce piège crée une paralysie complète, politique, économique, sociale. Les gouvernements savent ce qu'il faudrait faire, mais ils n'en ont plus les moyens. Ils sont coincés entre soutenir leur population et satisfaire les marchés financiers qui les tiennent par la dette. Couper les dépenses, c'est risquer une explosion sociale. Ne rien faire, c'est risquer une crise de la dette, une fuite des investisseurs, un effondrement de la confiance. Voilà l'aboutissement logique du modèle, basé sur la dette. Les États ont tellement emprunté pour préserver l'illusion du progrès, qu'ils ont perdu leur souveraineté, et leur capacité même à gérer une crise. Cette impuissance n'est pas un détail, c'est la preuve que l'ancien système s'écroule sous son propre poids.